Imaginez, vous avez 8 ans. Vous vous levez en fait et vous découvrez que votre grande sœur regarde encore pour la 40e fois Dirty Dancing. Donc là, c'est vraiment trop chiant et vous allez dans la cuisine, vous prenez un bol de céréales et vous prenez votre Walkman et vous le mettez, votre casque sur les oreilles et vous mangez vos céréales, bien sûr qui baignent dans du lait, en écoutant le dernier album en fait de Nirvana. C'est pas mal Nirvana. Et sans vous en rendre compte, vous associez pop culture et céréales, et là ça fait pop dans votre tête. C'est peut-être pour ça qu'on a eu l'idée de ce podcast avec Sébastien, Pickle Pops. Ça y est, on est rodé. On a pas raté. Allez, voilà, c'est la 3e et on est bon. Et d'ailleurs, on est tellement bon qu'on a oublié de se présenter dans la première émission. On pense aux autres avant de penser à nous. Et oui, c'est vrai. Les invités sont plus importants. Ouais, on nous l'a soufflé, donc je répète, mais c'est le thème duo du mois dernier qui nous a fait penser à nous présenter, peut-être nous, notre duo. Bah, vas-y, je te laisse la main. C'est très gentil, merci Sébastien. Oui, je suis le doyen. Eh bien, je suis donc Grégory Sacré. On m'appelle aussi Gokaiju. Et Greg, parfois. Ou Greg, des fois, Grégo, ou Gribouille. Enfin, j'ai plein de... JS, pour ceux qui ont écouté le dernier podcast. Exactement. Je fais du graphisme et je fais aussi de la réalisation. Je fais de la vidéo, en fait, et des affiches, pour parler rapidement. Si vous voulez en savoir plus sur Grégory, vous pouvez écouter Papote d'octobre 2023, où je reçois avec Paul Clouzet. Et voilà, vous pourrez en apprendre plus sur lui. Et toi, Sébastien, que fais-tu ? Moi, je suis Sébastien Gomez. Je révèle mon identité. Alors, Pia, c'est le nom de ma femme. Donc, c'est vrai que sur le compte photo, j'ai rajouté Pia parce que Sébastien Gomez est référencé, c'est impossible. Ah oui. Il y en a beaucoup trop. Donc, voilà, j'ai rajouté le nom de ma femme. Mais ça sonne bien. Ouais, je trouve les noms composés pour les photographes, ça marche bien. Oui, parce que donc, je suis photographe, entre autres, et créateur du média associatif Bocal, donc, qui référencie les événements culturels sur Reims et qui donc crée différents contenus, différents formats de podcasts pour mettre en avant des Rémois, des artistes, des personnalités rémoises. Et aujourd'hui, notre personnalité rémoise, c'est Luca Studio. Enchanté. Donc web designer, illustrateur de talent fraîchement débarqué sur Reims, grandement influencé dans son art par le Japon, je dis pas de conneries. Il se dit hyper motivé et disponible sur sa bio Insta. C'est toujours vrai ? Toujours. Donc si vous avez des questions, si vous avez des besoins, si vous avez des demandes, n'hésitez pas à aller le contacter sur Insta. Pour n'importe quoi d'ailleurs. Hein. Vous pouvez avoir n'importe quelle demande, vous pouvez n'importe quelle question. Voilà. Je ferai au mieux. Et donc il vous répondra. Comment ça va, Lucas ? Ça va, super. J'avais préparé toute une petite présentation, mais je suis très content qu'on m'ait présenté à ma place. C'est super. Est-ce que j'ai oublié des choses ? Non, c'est super. T'es sûr ? Parce que je vois plein de choses écrites. En fait, il y a maraîcher. Non, mais comme on n'a qu'une heure, une heure et demie. Brocanteur le dimanche. Voilà. On vous rappelle le but de l'émission de Pickle Pops. On présente chacun des recos liés à la pop culture, en tout cas à notre propre pop culture, parce que chacun a sa pop culture personnelle, des recos dans des médiums différents, sur un thème précis donné par l'invité de l'émission passée. Et le thème de l'émission aujourd'hui, c'est un thème qui est très vaste. Il a été gentil. Il a été très gentil. C'est pas si facile parce que quand c'est trop vaste, il faut trouver. Non, il faut trouver. Quand il y a trop de choix, c'est difficile d'en choisir qu'un. Et le thème du jour, donc, c'est science-fiction. Oh là là je veux dire que ça va y aller. Si tu veux, Lucas, normalement honneur à l'invité, mais si tu veux, je lance les festivités pour te laisser l'occasion de faire des gargarismes et de t'échauffer avant que ce soit ton tour. Pardon. Ça me va. Ma reco littéraire dans ce thème science-fiction. Alors déjà, on va partir encore une fois sur une BD. Désolé. Mais c'est vrai que tu es très peu... ça fait la 3e, là. Il n'y a pas de livre. Disons, mais je suis pareil. Hein, donc, j'ai infiniment plus de BD que de livres. Je ne vais pas te mentir. Le ratio, c'est 1 pour 400, peut-être à peu près. C'est pas mal. Et c'est une BD donc, de science-fiction, évidemment, puisque ces thèmes, c'est très difficile de n'en choisir qu'une. J'ai beaucoup de BD de science-fiction. Elles m'ont toutes marqué à leur façon. Mais là, j'ai choisi une BD... l'une de mes BD science-fiction préférées, je pense, écrit, dessiné
par Mathieu Bablé. Je ne sais pas si vous connaissez. Tu connais ? Oui. Tu connais donc le label 619 ? Très grand fan de Tu 619. connais Absolument pas. c'est Donc un j'écoute, j'ouvre mes oreilles. C'est un label de chez Ankama. Même s'il y a peut-être une scission depuis entre les deux, ils font peut-être leur projet de leur côté, mais c'est un label qui fait énormément de BD différentes, dont les Doggy Bag. Ça a changé maintenant, c'est le Lowrider où il raconte plusieurs mini-histoires. Enfin, voilà, c'est un label BD, le label 119 qui est incroyable. Et cette BD, elle est issue de ce label, Shangri-La. Et Shangri-La, c'est une dystopie. Alors, je vais être souvent autour de la dystopie là, avec la science-fiction. Il y a beaucoup de dystopies. Il y en a énormément. Il y en a énormément. C'est un thème qui revient souvent. Et celle-ci, c'est une dystopie dans laquelle, voilà, ça y est, on y est, la Terre est devenue inhabitable. Je veux dire, ça devait arriver. On n'y est pas encore nous, mais voilà. Et Shangri-La, donc cette dystopie, au-delà de l'univers qui est inhabitable, c'est aussi une intrigue que je ne dévoilerai pas ici, mais je vous invite à lire le bouquin. Et en arrière-plan de cette intrigue, il y a surtout, ça parle d'environnement, ça parle de politique, ça parle de racisme. C'est vraiment des thèmes en fait, d'actualité qu'on pourrait avoir aujourd'hui, mais mis au profit de la science-fiction. Et ce qui me fait aimer surtout ce livre-là, c'est le travail de Mathieu Bablé qui a un trait incroyable, même si moi j'ai un petit reproche à lui faire sur les visages. Il dessine à peu près toujours les mêmes visages et c'est difficile parfois de s'y retrouver dans les personnages. Mais à côté de ça... Il y a quand même beaucoup de dessinateurs qui dessinent. Ouais, peut-être bien, ouais. Dessinateur de GTO qui fait tout le temps les mêmes visages aussi. Celui de Fairy Tail aussi. Ah ouais, putain. C'est un générateur automatique de personnages. En fait, il utilise une IA. Non, peut-être. Après, Mathieu Bablé, il a un talent incroyable pour le dessin et il a des planches, des pages, des doubles pages qui fourmillent de détails et qui sont sublimes. Et certaines même te donnent le vertige, donc je n'en tiens pas rigueur. Mais voilà, si vous pouvez y avoir une petite amélioration de ce côté, je ne serais pas contre. Mais Shangri-La, je vous invite à lire cette BD. C'est juste un tome ? Ouais, c'est un one-shot. Ah oui, ça, tu commences à le savoir. Ouais, c'est vrai Lucas ne sait pas. Voilà, j'aime pas les longues séries. Donc même en BD, j'en lis beaucoup et j'essaye de limiter à des séries courtes ou des one-shots. Et là, c'est un problème one-shot. d'attention. Ouais, c'est ça. Moi, j'ai un problème d'attention, donc je ne lis que des séries courtes. Est-ce qu'on a le temps de lire des BD de 225 tomes ? C'est exactement la question. Effectivement, c'est ça. Donc c'est pour ça que je ne lis que des séries courtes. Shangri-La, tu connaissais ? Je vois que tu as hoché la tête. Je l'ai offert à mon père pour Noël dernier. Et tu l'as pas lu ? Je l'ai survolé. Vraiment, ça a l'air génial. J'ai beaucoup aimé le trait de Mathieu Bablé. Ouais. La couverture est fantastique. Et puis le travail que fait, je le souligne, parce que c'est sur toutes les BD comme ça, sur Doggy Bag, sur Okeya de Neyef, qui est un western également chez le label 619. Il faut souligner le travail de l'éditeur qui est très important, je pense, et on s'en rend compte quand tu regardes tout ce que fait le label 119. On se rend vraiment compte de la patte de principalement Run qui gère ce label-là. Ça a beaucoup d'importance sur la qualité des BD qui sortent dans ce label. Je te conseille de la lire la prochaine fois qu'il ira chez ton père. Je trouve vraiment que le label 619, dans leur création, ils ont vraiment la volonté de faire un livre-objet, de faire quelque chose de beau. Il y a toujours un travail sur la couverture, il y a des vernis sélectifs, des petits dorés, etc. Il y a des couvertures alternatives des fois. Sur Doggy Bag, on retrouve des courriers des lecteurs, on retrouve des fausses pubs. L'objet, et c'est cool parce que moi je lis de la BD pour l'objet, c'est pour ça que je lis pas sur des tablettes ou que je vais pas à la bibliothèque. J'aime avoir l'objet, j'aime l'objet. Et du coup, les objets de Doggy Bag. Du coup, c'est un peu onéreux ? Non, c'est pris d'une BD normale. Ah bon ? Même pas. D'accord. Ah ouais. Et Shangri-La, c'est une grosse BD. C'est vraiment, il y a de quoi lire dedans. C'est épais, elle est grande, grand. Le format est grand, ouais. Ok. Donc voilà, il a plein d'autres BD dans ce style, Mathieu Bablé. Donc Shangri-La, c'est la plus SF que j'ai trouvée et que j'adore. Parce que ça m'intéresse. Est-ce que c'est pas lui aussi qui a fait les Midnight Tales ? Oui, c'est lui. Alors, pas que parce que du coup, c'est comme Doggy Bag. Mais je suis un peu moins fan de Midnight Tales parce que ça parle plus des histoires de sorcières, là où Doggy Bag va plus sur la série B. Je suis un peu moins fan du genre, mais effectivement, c'est lui aussi qui a fait ça. Ouais. Et je te laisse continuer, puisque tu as pris la parole. Allez, vas-y, Lucas. Sur ta reco, donc science-fiction littéraire. Science-fiction littéraire, moi j'avais envie de vous parler d'un manga que j'ai adoré étant plus jeune,
qui est assez peu connu et difficilement recommandable aujourd'hui, puisqu'en fait, il est dans la lignée de Vagabond ou de Berserk, puisqu'il n'aura jamais de fin. Ah oui. Mais vraiment, je le trouve génial. C'est un manga qui s'appelle The Arms Peddler. Je ne sais pas si ça vous parle. Je connais pas. Ouais, je connais pas. Ça m'étonne. The Arms Peddler. Putain, non. Non, c'est écrit par Kyoichi Nanatsuki et illustré par Night Owl, qui a un trait, je trouve, vraiment génial. Si je devais le résumer très rapidement, ce manga, c'est un petit peu une fusion entre Mad Max et Berserk. Ah oui, pour les rêves, ça va. Ouais. Donc on est vraiment sur un univers post-apo déchiré, où on va rencontrer que des fous malades, des marchands d'esclaves ou des monstres abominables en tout genre. Et parmi tout ça, on a des petites gens qui essaient de vivre leur vie tranquillement malgré tout. Et là où on va avoir de la SF, c'est qu'en fait, ça se passe après une apocalypse dont on ne sait pas forcément l'origine. L'être humain a régressé énormément, donc on est un peu sur un délire Moyen-Âge. Mais par contre, il y a beaucoup de reliques du passé, avec des armes à feu. Du vrai passé, avec des armes à feu, des téléphones, des choses un peu surprenantes qui sont considérées de fait comme des reliques magiques ou des armes très puissantes. Et je trouve que l'histoire est très prenante. On y suit une marchande d'armes du coup, qui possède ces armes-là et qui va parcourir le monde pour donner aux plus offrants ces armes puissantes. Je connais pas du tout. Ouais, moi non plus. Ça me donne envie. Et pourquoi la série n'aura jamais de fin ? Est-ce que c'est une interruption ou c'est un truc grave Je saurais pas dire. À l'époque, on me disait que l'illustrateur était trop dur avec lui-même et qu'ils n'arrivaient jamais à un compromis pour produire le 8e tome. Mais il n'y a que 7 tomes du coup aujourd'hui, ça c'est et même pas au pour Japon. déplaire. Parce qu'il y a eu beaucoup de séries en France qui ont été commencées et qui sont sorties et où ils ont arrêté la publication et tu peux courir pour avoir la fin. Et ça date de quelle époque ? C'est de 2010 si je dis pas de bêtises, 2010 et le dernier tome est sorti en 2015 au Japon. Ah, je connais pas. Ouais. C'est quoi votre reco là que vous kiffez ? Alors toi tu parles de celle-ci mais qui est méconnue de tous. Oh là là. Toi tu dois en avoir. Ouais. Je te laisse chercher, moi je donne la mienne. C'est un manga que j'ai découvert dans une librairie, c'est même pas une librairie, c'est une maison de la presse qui s'appelle Kiichi. Alors attention, pas Kienchi du youtubeur Kevin Tram, Kiichi, qui parle de l'histoire d'un enfant qui vit les pires horreurs, qui est abandonné, qui vit tout seul dans la rue. En très peu de tomes, je crois qu'il y en a 8 ou 9. Alors il y a eu Kiichi 2 après qui bien en dessous, mais Ichi avec 2 points d'exclamation, je vous conseille, moi c'est le premier manga je crois que j'ai lu et il m'a retourné. Ça marque aussi le fait que ce soit le premier. Déjà, ouais. Et puis l'histoire elle te retourne et ça traîne pas trop en longueur, c'est ça aussi qui est bien. Moi je pense que c'est alors ça n'a rien à voir avec le thème là, mais c'est Kurosagi, livraison de cadavres. Je pense que c'est mon manga préféré. C'est terminé, je crois, en 21 tomes. Ouais. Au Japon, ils en ont sorti 2 autres qui ne sont pas sortis en France, mais qui sont un petit peu apparemment à part et qui se passent quelques années après. Ça termine pas l'histoire, du coup Non, mais en tout cas, le manga est terminé et c'est brillant, c'est très drôle, c'est très sombre des fois, mais c'est vraiment très très drôle. Voilà, c'est un reco méconnu. Incroyable, ouais. Ça pourrait presque être un thème, les recos méconnus. Mais je suis vachement content qu'il soit allé au bout de la publication, parce que j'avais vraiment peur, parce que j'avais beaucoup de contacts avant, tu vois, dans le temps, avec des vendeurs de mangas, de comics et tout ça. Donc c'était cool aussi d'entendre ce qui se passait aussi chez les éditeurs, tu vois. Et j'allais acheter Kurosaki chez eux. Et ils me disaient, c'est une série qui marche pas du tout, qui se vend pas. Et on en était qu'au 5e ou au 10e, et tu fais, oh là là, est-ce que je vais pouvoir lire la fin un jour ? Et en fait, si, ils sont quand même allés au bout, donc merci. Et toi, t'as un petit bonus comme ça, un truc. Moi, c'est vraiment, j'avais choisi de parler de celui-là parce que vraiment, je sais que. Puis aujourd'hui, plus personne vous le conseillera dans un magasin de manga parce qu'il aura jamais de fin. Ça m'étonnerait même pas qu'il soit plus trop édité. Ouais. Mais il faut aller à BDRama et ils sont capables de te recommander ce genre de BD. Ils connaissent vraiment leur boulot, leur métier et les livres qu'ils vendent. Donc après, si c'est plus édité, ils pourront rien faire pour vous, mais faut pas hésiter à demander. Ta reco littéraire. Ma reco, ce sera un manga, tiens. Oh là, et oui, on va rester. Un jour, quelqu'un nous parlera de littérature. non, attention. Les BD, c'est de la littérature. Exactement. Alors, pas toujours les mangas, mais. Eh bien, moi, c'est le dernier manga de Kyu Hayashida, qui est une mangaka.
Alors, elle écrit et elle dessine. Et en plus, c'est une mangaka, donc c'est pas non plus ce qu'il y a de plus courant, mais il y en a quand même énormément. Rumiko Takahashi, ma référence. Entre autres. Et c'était un manga purement de science-fiction. C'était la mangaka qui est connue pour Doro et Doro. Je sais pas si vous connaissez Doro et ça Doro. me parle. Moi, ça a été un de mes premiers mangas. Je pense que mon premier manga, c'est Akira, mais quand j'ai commencé à en acheter, tu vois, à être en âge d'en acheter, j'avais mon appart, j'ai commencé à acheter du manga et c'est Doro et Dora qui est ressorti. Donc, c'est une série que j'ai suivie jusqu'au bout et que j'ai tout lu. Et elle a sorti donc, en 2022 chez nous, parce que son manga en fait, date de 2019. En 2022, il y a le premier tome qui est sorti, ça s'appelle Die Dark. Die Dark. Ouais, et c'est très cher en France parce que c'est un format classique manga et ils sont à 10 balles le tome parce que la couverture est en plastique rigide, transparente, donc c'est très beau, hein, c'est du plus bel effet, mais en fait il n'y a pas quelque chose qui justifie en fait ce prix, donc voilà, si vous comptez vous y mettre, il y a un petit prix. Ouais. Pour l'instant il n'y a que 6 tomes de sortie et je l'ai que le premier tome et j'ai été complètement happé par l'univers parce que c'est comme Doro et Doro, c'est complètement n'importe quoi. La science-fiction. Ouais, c'est l'histoire d'un ado qui a un costume qui évolue, qui peut lui recouvrir le corps et il est accompagné par un squelette sac à dos. D'ailleurs, il l'appelle comme ça, sac à dos, mais en un seul mot. D'ailleurs, le traducteur français du manga a gagné un prix de la traduction à Angoulême, parce qu'il a très bien traduit ce manga. Sac à dos squelette, mais ça me parle vraiment. Hein. C'est vrai ? Ouais. Et donc, ils le portent et ils ont des conversations ensemble, des conversations complètement cons. Et en fait, ils désossent un peu les méchants de l'univers. Donc tout se passe dans l'espace ou sur des planètes un peu bizarres. Ils passent par des trous noirs. Enfin, ils sont potes avec la mort. Et en fait, on chasse, enfin un peu les chasseurs de primes dans l'espace chassent cet adolescent qui s'appelle Zaha. Ils le chassent parce qu'apparemment ses os pourraient exaucer n'importe quel vœu. Voilà, donc c'est complètement con. Ça date de quelle époque ça date ? Ça, c'est actuel en fait. Le manga est sorti en 2019 au Japon et c'est en cours. Ok. Donc la série n'est pas terminée. Non. Merde. 6 en France et là-bas, je sais pas combien de tomes sont sortis. Tu connaissais peut-être Pas du tout. Non, pas du tout. Ça a l'air bien. Ah ouais, c'est d'enfer. C'est vraiment, vraiment d'enfer. Et puis graphiquement, c'est complètement dans la lignée de Doro et Doro. Donc c'est beaucoup de traits de crayon, des choses très noires. Enfin, c'est vraiment très, très beau, quoi. Toi, tu lis beaucoup de mangas, Lucas ? Ouais. Ça se ressent dans ton art, dans ton illustration. Oui, c'est une grosse inspiration, forcément. Ouais. Je suis tombé dedans quand j'étais petit, donc j'exploite les bibliothèques du coin pour le faire à moindre coût, quoi. T'as raison. On va passer à la suite, à la reco musique. Et moi, j'ai un petit truc à vous faire écouter. Je vais vous demander de fermer les yeux. Parce que moi, quand je pense musique science-fiction, je pense immédiatement à cette musique-là. Je vous la mets, fermez les yeux et vous me dites ce que vous voyez. C'est bon, j'ai trouvé. À quoi ça te fait penser quand tu entends cette musique ? 2001. Donc, à l'espace, à la science-fiction, à des vaisseaux spatiaux. Enfin, moi, je ne vois pas autre chose. La planète, le soleil, un truc grand, énorme. Coupe, mais oui, je ne vois pas autre chose. Donc, c'est Richard Strauss, le titre, je ne sais pas si je vais prononcer, parce que Bon. Also sprach Zarathustra. Zarathustra, ouais. Voilà, j'ai bien dit. Ouais, c'est pas mal, hein, c'est pas mal. Voilà, moi, cette musique, elle est indissociable de la science-fiction. J'ai hésité, j'ai cherché des groupes, voilà. Pareil, d'ailleurs, tu la repasses. Ouais, elle repasse là. Bah oui, pour le plaisir. Donc voilà, moi, c'est ma reco, oui et non, parce que bon, je sais pas si vous allez... si, quoique vous pouvez encore l'écouter sur Spotify, si vous voulez faire un petit kiff. La BO de 2001 est disponible sur Spotify. Donc écoutez cette chanson de l'opening. On la réécoute encore ? De l'opening. Je crois qu'on va la voir en fait pendant toute la durée du podcast. Elle ne va pas s'arrêter. De l'opening donc de 2001, l'Odyssée de l'espace. Je pense que ça fait un super bruit de fond en pliant le linge. Et toi, Lucas, ta reco musicale sur le thème de la science-fiction ?
J'ai pas mal hésité. J'ai hésité à tomber. Je voulais surtout pas tomber en fait dans la musique de film. J'ai vraiment essayé de trouver une musique qui parle de science-fiction, mais c'est vraiment pas évident. Et moi, j'ai peut-être un biais. Je sais pas si c'est le cas pour vous. Moi, les musiques, je regarde énormément les clips. J'aime beaucoup voir ce que les clips racontent, parce que ça rajoute quelque chose d'autre par rapport aux paroles. Et ça, Charlie et Lulu nous ont beaucoup aidé, parce que c'est la reco de la dernière émission sur les binômes. Vas-y, les clips qui passaient en plus. Et du coup, moi, ces clips, ils sont indissociables pour moi de la musique, et même quand je l'entends, je les visualise en fait. Et du coup, il y a un groupe de musique que j'aime beaucoup, qui s'appelle Siamese. Je ne sais pas si ça vous parle. Ah non, pas... Oh. Alors déjà, pour une fois, Greg ne connaît pas, je suis hyper étonné. Et toi, tu ne connais pas? Non. Peut-être que les titres vous parlent plus, peut-être que The Wolf, ça vous parle? Oui, parce que je suis bilingue, donc je vois à peu près. Donc c'est un groupe de rock électropop argentin qui a été créé en 2013. Qui utilise vraiment des instrus qui me parlent, qui me font un peu penser à de la science-fiction, parce qu'on a des trucs un peu électro qui partent dans les aigus, et c'est super sympa. Et donc je vous parlais des clips. En fait, ils allouent vraiment un amour à leurs clips. Ils sont vraiment toujours super bien travaillés, et très souvent c'est de l'animation. Et c'est animé par le studio Rudo Company. Si jamais, je vous encourage à aller voir leur site web ou leur compte Instagram. C'est vraiment incroyable ce qu'ils font. Ouais, Rudo Company, qui est un studio argentin. C'est eux qui ont animé le clip The Wolf, qui est la musique la plus connue de Siamese. En tout cas, c'est comme ça que moi je les ai connus. Et là, je voulais vous parler de la musique Mr. Fear de Siamese, puisque le clip, en fait, il va mettre en place un univers un peu de SF. On est sur une planète désertique. On a des êtres plus ou moins humains qui représentent une société extraterrestre. Et on va avoir deux personnages qui, quand ils se touchent, ça fait un petit peu comme dans Attack on Titan, ils vont se transformer et devenir un titan destructeur qui va s'en prendre dans une ville un peu scientifique. Et on a donc des gliders, des vaisseaux spatiaux qui viennent pour essayer de régler le problème. Donc le clip se passe comme ça. Et donc je pense que c'est une analogie un peu de la peur, de la peur de soi, de l'autre, et de ce que ça peut produire chez une personne. Ouais. Et très souvent, leurs clips tournent autour de la pop culture et de la science-fiction, avec des mechas, des robots, des univers spatiaux. Donc si jamais ça vous intéresse, je vous encourage vraiment à écouter ce qu'ils font, parce que c'est génial. Tu peux nous redonner le nom? C'est Siamese, S-I-A-M-E-S. Siamese. Et du coup, ça fait penser, j'aurais pu avoir cette reco, mais à Daft Punk, qui avait de très jolis clips science-fiction, on peut dire, créé par le papa d'Albator. Donc j'aurais pu parler de ça aussi. Ça m'a fait penser à avec la bonne Discovery. Ouais, exactement. Ça semble évident. Ouais. Trop tard. Trop évident. Trop tard. Oui, évident, c'est pour ça. Je préfère aller dans la difficulté. Greg, ta reco musicale. Eh ben, moi, je suis parti du même concept. Je ne voulais pas apprendre une musique de film. Mais arrêtez avec ça. C'est très bien les musiques de film. Oui, c'est très bien les musiques de film. Mais en fait, je trouvais ça trop facile et je me disais, mais c'est quoi en fait qui sonne science-fiction quand j'y pense? Et en fait, c'est un clip qui a popé dans ma tête et qui m'a marqué, je pense, à vie. En fait, j'ai eu le câble pendant une partie de ma vie. Ça t'a permis de regarder MTV, on sait. Voilà, merci. C'est quoi les bourgeois? Non, en fait, c'est mon frère qui avait pris le câble, et donc du coup, on a eu le câble pendant, je sais pas, 1 an ou quelques mois. Et on avait MTV. Et c'était quelque chose assez exceptionnel, en fait, avant d'avoir MTV, parce que sinon, on se tapait M6 et les clips tout pourris, puis là, on avait les clips. Voilà. C'est toujours exceptionnel de regarder MTV, parce que plus personne ne le regarde maintenant. Non, puis ça doit être que des trucs de télé-réalité con. Bref, il y avait MTV, et un soir, très tard, je suis tombé sur un clip qui m'a un peu, même limite choqué au début. C'était un clip en animation, un animé. On y revient. C'était vraiment un animé. Hein. Et effectivement, c'est un animé, parce que c'est alors attendez, que je ne me trompe pas. C'est Koji Morimoto. Lui, c'est l'animateur qui a fait ce clip. Il est notamment célèbre pour avoir réalisé des épisodes d'Animatrix et de Memories. Voilà, donc c'est pas n'importe qui. Il a été aussi animateur clé sur Kiki la petite sorcière de Ghibli. Il a des refs, le mec. Je pense que ça va. Ouais. Et il a mis en scène et animé un clip de Ken Ishii, qui est un artiste électro japonais. Et le morceau s'appelle Extra. Et c'est un choc de voir ce clip,
parce que pour moi, c'était la musique du futur. Déjà, c'était une musique avec laquelle j'étais pas du tout habitué. C'était vraiment de l'électro-techno très puissante. Le futur vu dans les années 90. Ouais, c'est ça. vois le clip. Ouais. Mais en gros, le début, c'est une espèce de femme androïde qui porte un bébé androïde sur son ventre, qui a l'air complètement un peu folle, qui va sortir un couteau, planter quelqu'un. Donc il y a du sang, il y a des images stroboscopiques. Oh. Donc c'est tout de suite... on est tout de suite, la mâchoire se décroche et tu te dis, mais je suis en train de regarder la télé, tu vois, je suis en train de regarder MTV ou il se passe quelque chose. Et après, il y a une petite fille qui arrive dans une ruelle. Donc on se dit, ok, il y a eu un truc gore juste avant, qu'est-ce qui va se passer? Et la petite fille sort un flingue et shoot ce robot bizarre. Donc il y a des gerbes de sang partout. Et en fait, la petite fille est dirigée par un mec qui a un casque de réalité virtuelle énorme sur la tête et qui dirige la petite fille à distance. Et ensuite, il y a un mec qui est sur une moto volante dans une ville un peu Blade Runner. Et c'est... dingue. Ce clip, il est dingue. Est-ce que ça t'a influencé dans ton art? Sûrement. Je pense que inconsciemment. Il y a des flingues et du sang partout maintenant. Et maintenant, Kenichi, en plus, c'est un artiste électro que j'aime beaucoup et que j'ai suivi depuis. C'est un peu. Rien à voir avec Kenji Girac, on est d'accord? Pas du tout. C'est pas Kenji. Non, mais il pourrait y avoir vraiment un duo. feature. Un duo. Et là, j'aimerais bien écouter quand même. Je rêve. Je meurs de voir ça. Donc allez écouter et voir. Enfin, parce que c'est assez indissociable, mais Kenichi, et ça s'appelle Extra. C'est issu d'un album qui s'appelle Jelly Tones. Et du coup, vous avez tous les deux choisi des refs où vous êtes passés par l'image avant d'arriver à la musique. C'est marrant pour deux illustrateurs. C'est bizarre. Surprenant, c'est bizarre. Franchement. C'est bizarre. Vous êtes souvent comme ça quand vous choisissez des œuvres. Est-ce que c'est l'image qui vous attire en premier? Je sais que quand j'achetais des CD à l'époque, j'achetais la pochette. Quand j'achète des livres, parfois encore maintenant, j'achète aussi la couverture. Est-ce que vous, c'est la première image aussi qui vous attire? Maintenant, c'est mon métier en fait de faire la première image pour qu'on achète le produit. Mais moi, maintenant, j'achète l'œuvre. Et je suis déçu si le visuel ne colle pas avec l'œuvre, en fait. Ça joue énormément. Ça joue beaucoup. Je sais qu'il y a des livres que j'aime beaucoup où la couverture est immonde et ça me fait mal. C'est chiant. Toi, tu as déjà travaillé sur des couvertures de livres, de BD? Non, mais ça demande qu'à se faire. Bah ouais. Allez. Tu lui donneras des contacts. Ah bah non, il va te prendre ton boulot, merde. Moi, tu te démerdes à trouver des contacts. Je pense qu'on est tellement nombreux. Il y a quoi faire. Mais tu as un style qui s'y prête de façon beaucoup, et même je trouve dans le textile, faire des t-shirts avec ton style, des fringues, comme je pense à ici Japon. Non, c'est marrant parce que je le fais, j'imprime mes illustrations sur t-shirt et tout. Je l'ai vu sur ton site. Merci pour la perche. Bon, on va passer à la suite, à la reco film. Alors là, moi, je suis fier de celle-ci. Mais moi aussi, je suis fier de la mienne. Ah non, mais plus de la mienne. Je pense. On verra. Et je suis fier parce qu'en plus, je pense que c'est pareil, c'est encore une reco. Je ne vais pas dire qu'elle est méconnue, mais c'est pas la première qui vient à l'esprit quand on parle de cinéma. C'est Star Wars. C'est un film avec Schwarzy. C'est pas le premier auquel on pense. Moi, je pense savoir ce que c'est. Et encore une fois, donc ça a été très dur de choisir. C'est une dystopie aussi. C'est aussi une dystopie, exactement. Pareil, on parlait du futur vu dans les années 80, parce que c'est le futur, il se passe en 2017, entre 2017 et 2019. Donc c'est un futur que nous, on a déjà connu. Spoil, ça s'est pas passé tout à fait comme ça. Un peu planté. Ouais. Heureusement. Ouais. Heureusement, si on parle du même film, heureusement. C'est encore un film tiré d'un livre de Stephen King, qui n'a pas écrit sous de Richard Bachman. Exactement, parce que en fait, personne n'en voulait quand il avait proposé sous son nom. Et donc, il a sorti sous un ça, je savais pas, pseudonyme. Okay. Après, peut-être que je dis des conneries. Je l'ai vu, ça. Voilà, je n'ai pas vérifié l'info. Mais visiblement, ça ne marchait pas sous son nom. Les gens avaient l'habitude de voir des livres d'horreur, peut-être, de Stephen King. Et alors, ça reste quand même assez glauque. Ah oui. Mais ça part plus dans la science-fiction. Et ce film, moi, je me rappelle, c'est un film qui m'a marqué quand j'étais petit, parce que oui, à l'époque, déjà, on regardait ce genre de film quand on était gamin. C'est ouf de se dire ça maintenant, parce que c'est pas un film destiné aux enfants. Et on regardait ça avec nos parents. Enfin, je sais pas, moi, je suis de la génération où les gamins regardaient L'Amant avec leurs parents. Enfin, L'Amant, c'est un film interdit aux moins de 16 ans. Tu regardais ça, tu avais 10 piges. C'était assez malaisant, parce que c'est pas la violence, L'Amant, c'est du cul. Tu regardes ça avec tes parents. Et à l'époque, c'était normal de partager ces programmes
toute la famille, quoi. Ça se fait moins aujourd'hui. Je pense qu'il y a beaucoup plus de pudeur et moi, je me verrais pas voir la mort avec ma fille ni Running Man. Hein. Parce qu'on sélectionnait... Enfin, ils sélectionnaient pas, en fait. C'est ce qu'il y avait à la télé, en fait. Ouais, c'est ça. On mettait la télé, peu importe ce qui se passait. Et bon, bref, ce film, c'est une dystopie où, en fait, un flic se fait arrêter pour avoir refusé un ordre, en l'occurrence tiré dans la foule, donc ça plutôt good vibe le mec. Hein. On est bien d'actualité d'ailleurs. On est bien d'actualité. Ouais. Je vais vous donner le titre, d'ailleurs j'ai toujours pas donné, mais c'est Running Man. Je sais pas si toi ça te parle. Au vu du synopsis, je l'ai vu. Running Man, pour moi c'est vraiment... alors, il y a plein d'autres films de science-fiction, mais c'est un film qui m'a beaucoup marqué. Et du coup, ce flic qui est emprisonné, il est embarqué dans un jeu télé, et le principe du jeu télé, c'est de se faire poursuivre par des chasseurs, des tueurs en série, enfin pas des tueurs en série, mais des tueurs qui ont tous des looks vraiment des années 90. Ouais. Que des catcheurs en plus. Ouais. Et voilà, donc c'est ça, le film, il essaye d'échapper à ces chasseurs. Et je vous dévoile pas la fin, bien sûr, ça reste un film américain avec Schwarzenegger, donc je vous laisse deviner. Et encore une fois, le rôle avait été proposé à d'autres acteurs, notamment à Dolph Lundgren. Ouais. Ça aurait pu être pas mal, c'est le fameux Ivan Drago dans Rocky IV. Mais il joue très mal. Après, c'est pas un rôle qui demande un acting. Mais Schwarzenegger, il joue quand même pas mal. Ouais, il joue. Ça a été proposé à Patrick Swayze. Ça aurait été très différent. Ouais. Peut-être qu'il aurait peut-être mieux marché. Peut-être que les chasseurs seraient tombés amoureux de lui. Peut-être. Et aussi à Mel Gibson. Alors là, pareil, oui, pourquoi pas. Je vois bien Mel Gibson dedans, mais alors ça aurait été carrément différent. Voilà. Donc c'était ma reco ciné science-fiction. J'adore. Moi aussi, je suis fan. J'ai pas réussi à le revoir malheureusement parce que je le trouve pas en VOD. Si tu veux, je te le passerai. Avec plaisir. Ouais. Je te filerai Shangri-La en échange. Ok. Je te passe la main, Lucas. Alors, moi, je suis peut-être un peu moins fier que vous sur ma sélection de films. J'ai fait Charlie et Lulu le mois dernier, ça va. Elle est connue. C'est pas Star Wars. C'est pas Star Wars. Il n'y aura pas Star Wars qui va sortir. Star Trek. Mais on peut faire un jeu où je vous raconte le synopsis. Allez, vas-y, essaye. Donc là où Sébastien il choisit vraiment la dystopie comme son sous-thème favori aujourd'hui, moi vous allez voir que c'est plus le post-apo. Donc on est sur un monde post-apocalyptique qui a été complètement rasé par quelque chose qui ressemble être une analogie de la guerre. Le monde est relativement désertique à l'exception de zones de forêt. Je regarde Greg parce que je sais qu'il va trouver avant moi et ça m'énerve. C'est un film d'animation où en fait l'écosystème, la forêt a repris ses droits et quelle époque à peu près sorti en 84 si je dis pas de bêtises. Putain, mon année de naissance. Ouais, c'est ça, 84 en France en 2006. Ok. Donc on a cet univers, la végétation qui reprend ses droits et surtout qui contraint l'être humain à vivre dans des zones très restreintes puisque elle diffuse des spores qui leur sont mortels. Ouais, j'ai trouvé. Ouais. The Last of Us, on dirait. Et non. Attends, dis pas, continue. Non, je dis pas. Donc des spores qui sont mortels, donc les êtres humains vivent dans des zones un peu recluses. Mais c'est le scénario de n'importe quel film des années 80. Notamment dans une petite vallée qui est la vallée du vent. Où on suit le personnage principal qui est une jeune fille. Nausicaa. Nausicaa, la vallée du vent m'a mis sur la piste. Forcément. Et donc, on y suit toute une histoire sur comment Nausicaa va plus ou moins sauver le monde et découvrir peut-être un moyen de combattre l'affliction qui tue la race humaine. Donc en fait, The Last of Us, c'est un ressucé de Nausicaa. Ouais, avec une autre ambiance. Ouais. 2 salles, 2 ambiances. Il n'y a juste pas de planeur, quoi. Et ouais. Et ouais, je voulais en parler parce que c'est un des Miyazaki que j'ai vu le plus jeune. J'en ai parlé il n'y a pas longtemps que je ne suis pas très forcément cinéma. Mais ça, c'est un des Miyazaki que j'ai vu il y a le plus longtemps et qui m'a pas mal parlé. Je l'ai revu là, hier. C'est vraiment... Il y a une douceur dans le trait. Et je crois que c'est un film qui a été fait à l'ancienne, image par image, dessiné. Et je trouve que c'est vraiment touchant dans la façon dont les personnages sont travaillés, présentés. Il y a les couleurs. J'aime beaucoup. Je sais pas ce que vous en avez pensé. Si, c'est chef-d'œuvre. Et est-ce que tu as lu le manga ? Non. Eh bien, en fait, avant d'être un film d'animation, Miyazaki voulait en fait faire un film.
Et je suis peut-être en train de dire une connerie, mais je suis quasi sûr à personne n'ira 90%. vérifier. Ah bah, c'est très bien en fait. Mais il voulait faire ce film d'animation. Il venait de réaliser son premier film avec le château de Cagliostro. Et pour ce film, la Nausicaa, il l'a présenté. Il avait en fait que des refus, pas de financement, trop ambitieux. Il n'a pas publié sous un autre nom comme Non. Du coup, il a décidé de le dessiner. Ouais. Donc, vous voulez pas de mon film, vous savez pas ce à quoi ça va ressembler. En fait, je vais le dessiner. Et il a commencé à faire un manga. Donc c'est en 6 tomes, je crois. C'est splendide. Forcément. Et c'est très différent. Enfin, c'est très différent, même dans le trait, tu vois. Là, il est tout seul, alors que le film d'animation, voilà, il y a beaucoup de monde, quoi. Ouais. Mais les deux, c'est chef-d'œuvre en fait. Donc, je crois que c'est ressorti en plus parce que il y avait eu une première édition en France qui a été épuisée et en plus qui était dans le sens de lecture bien de chez nous et qui est ressorti dans le bon sens. Et c'est quoi votre Miyazaki préféré ? Le voyage de Chihiro. Ouais. Pas évidemment, je pense Mononoke. Eh ben, je suis pas un grand fan de Miyazaki. Allez, au revoir. Je suis désolé. J'ai tellement d'occasions de partir. Je savais que ce jour allait arriver. Non, j'aime bien. Attention, ce qu'il fait, c'est vraiment génial. Je dis pas le contraire. Mais t'es pas sensible. Je suis pas. Toi, t'es pas sensible à l'amour et à l'écologie. Je préfère Satoshi Kon, tu vois, le sang, les larmes. Oh, c'est pas que le sang, les larmes, Satoshi Kon. Non, pas que, mais parce que je suis très impacté par Perfect Blue. Perfect Blue, ouais, bah ouais. Non, oui, ma fille les a regardés un moment, elle a kiffé, mais j'ai du mal. En fait, c'est peut-être mes problèmes d'attention. Je sais pas. Non, j'ai du mal à rentrer dedans, en fait. C'est vrai qu'ils peuvent paraître un peu longs. Nausicaa, je l'ai regardé. C'est vrai qu'aujourd'hui, c'est dur parce que c'est plus long que ce à quoi on s'habitue maintenant. Ah oui. Ça prend beaucoup plus son temps à développer l'intrigue. Et c'est très bien. Mais il faut des films qui développent. Oui. Non, mais là, je suis d'accord avec ça. Moi, j'adore les slow burners, donc vraiment les trucs qui prennent leur temps, qui pètent, quoi. J'aime les faux rythmes, j'aime la lenteur quand c'est bien fait. C'est pas ça qui me dérange, en fait. Je sais pas, j'arrive pas. Je dis pas que c'est pas bien. T'arrives pas à identifier non plus. J'arrive pas à rentrer dedans, quoi. Ok. Voilà, il y a plein de trucs comme ça. C'est dommage que ce soit le dernier Pickle Pops, quand même. Profitez-en. Après, je peux en donner plein d'autres exemples comme ça et on se reverra plus jamais. Star Wars, j'ai du mal à rentrer dedans. Eh bien justement, ma reco. Ah non, t'as fait ça. Ah non. Non. La facilité, ça m'étonnait. Vous allez essayer de deviner vas-y. avec le synopsis. J'adore ce jeu, je perds tout le temps. Mais... C'est dans une lointaine galaxie. Non, Star Wars. Très lointaine. Non, c'est un mec qui n'a pas de boulot, qui s'appelle John Nada. Putain, ça devrait nous parler de John Nada ? Bah, si vous connaissez le film, oui. Et qui va arriver avec son gros sac à dos à Los Angeles. Dora l'exploratrice, non, c'est pas comme ça. Non, c'est pas encore ça. Et il trouve pas de job. De toute façon, il est sans domicile fixe, ce petit John Nada. Donc, il va aller dans un camp de SDF. C'est de la SF, on est d'accord, hein. C'est de la SF, ouais. Et dans ce camp de SDF, donc il va trouver un petit boulot. Il va travailler dans la construction d'un building. Il va faire la connaissance d'un autre mec qui est là et qui va lui dire, bah écoute, si t'as nulle part en fait où crécher, tu viens avec moi. Je connais un camp, donc hop, il l'amène au camp. Comme ça, il peut avoir un peu à bouffer, tout ça. Et il va découvrir que la télé que regardent les SDF est brouillée par des messages pirates. Tu l'as ? Non, parce que moi non plus. C'est vrai ? Et ces messages, en fait, disent que... qu'on nous ment. L'invasion de Los Angeles. Mais je savais qu'il est pas le Carpenter, évidemment. Eh oui. Il fallait qu'il le place, ça fait 2 émissions qu'il n'en a pas parlé. Donc, Zelive, a.k.a. Invasion Los Angeles, en France, un film de 88. Québécois, c'est quoi ? Ils vivent. Peut-être, hein. Ouais, c'est possible. On vérifiera, mais il y a moyen. Et donc, il va découvrir qu'à côté du camp, il y a un petit... J'ai gagné. Mais t'as gagné. Pardon, je suis obligé de le dire parce que ça arrive jamais. Il y a un petit groupe qui a mis au point une paire de lunettes de soleil. Donc, au début, il va choper une paire et il va aller se balader à Los Angeles et il va découvrir que quand il met la paire de lunettes, déjà il va voir en noir et blanc, ça c'est pas commun, mais il va surtout voir que tous les messages de partout de la ville, que ce soit les magazines, les affiches sur les murs, les pubs et même à la télé, tout diffuse un autre message, un message caché
qui est écrit en noir sur blanc. Oh, ça dénonce. Voilà, et souvent, c'est des messages type reproduis-toi, obéis, consomme, marie-toi. Voilà, tous ces messages très importants. Ce sont des lunettes fascistes, en fait. Exactement. Non, qui te révèlent. Ah, Qui te révèle le monde tel que tu le vois en fait derrière en fait toutes ces pubs et toutes ces annonces. Ah oui, d'accord. Il y a un message caché que toi tu ne vois pas sans ces lunettes. Ouais. Et il va aussi découvrir que parmi la population, il y a des gens qui ressemblent pas trop aux gens qu'on connaît et c'est un peu comme si on nous enlevait en fait la peau avec un visage complètement dégueulasse, bleu, rouge et argent. Et c'est souvent les fortunés, les gens les dirigeants ou les journalistes, certains flics, enfin bref, des gens importants qui dirigent le monde. En fait, il y a une race alien qui nous dirige tous et qui veulent qu'on leur obéisse, en fait. Donc c'est une formidable satire de la société. Et c'est un film c'est vraiment une série B pure des années 80. D'ailleurs, il y a une scène absolument incroyable où il y a une baston parce qu'en fait le personnage de John Nada est interprété par Roddy Piper qui était un célèbre catcheur dans les années 80 qui est décédé maintenant et il interprète il fait une scène de baston en fait dans le film où il se bat avec un acteur qui s'appelle Keith David pendant 10 minutes. Pendant 10 minutes en fait ils se foutent sur la gueule comme des voilà, ils font que ça en fait. Et c'est que se foutre sur la gueule pendant 10 minutes. Mais c'est vraiment pendant 10 minutes. C'est long, 10 minutes. C'est affreuse à tourner. Ouais. Voilà. Et en fait, voilà, à coup de pain dans la gueule, de prise de catch et tout ça pour mettre les lunettes, forcer à mettre les lunettes à l'autre, pour que l'autre le croie. En fait. C'est génial, c'est chef-d'œuvre, hein. Zeliv, incroyable. Mais je l'ai acheté récemment grâce à toi, j'ai acheté le DVD. Et les catcheurs au cinéma, c'est une histoire qui dure en fait depuis toujours. Ouais. C'est qu'encore aujourd'hui, avec Dwayne Johnson, avec Mark Senna, avec Baptiste. Non, il y en a un qui. Dave Bautista, il fait. Comment ça s'appelle Du MMA UFC pour moi, c'est un catcheur. Ouais, moi aussi. Ouais. Je crois que c'est pas un catcheur. Ah ouais, peut-être. Bah, c'est un mec qui se tape, quoi. Et lui, pour le coup, en plus, il fait vraiment des beaux rôles d'auteur. Non, ça. C'est pas nouveau. Non. Hulk Hogan. Hulk Hogan Hogan au cinéma. Ouais, va trouver des bons films où il interprète. Gremlins 2. Ah, il est dans Gremlins 2. En fait, il est dans la scène exploitée en Europe de Gremlins 2. Parce qu'il y a il y a cette scène quand la pellicule brûle. Ouais. En Europe, on a eu une scène avec John Wayne. Et aux États-Unis, ils avaient une scène avec Hulk Hogan. Et en fait, quand ça a passé les frontières, comme on n'a pas la culture du catch, ils ont voulu une autre scène. Et donc, on a eu une scène avec John Wayne. Pourtant, Hulk Hogan en France était connu. Il avait un dessin animé, il avait des figurines. Mais c'est venu un petit peu après. C'est drôle parce que à ma période, vraiment, collège, tout ça, le catch, c'était quelque chose, quoi. C'était un gros truc. Ouais. Moi, je me rappelle que j'avais un ring en jouet, avec des bonhommes, des personnages de catch. Je l'ai eu aussi. J'ai pas eu le ring. Toi, t'avais plus d'argent, toi. J'avais pas le TV. Voilà, il fallait choisir. Il fallait choisir. Donc Zeliv, John Carpenter, voilà. Ou l'invasion de Los Angeles, ouais. Pour les Français. Et donc on va passer au recours. Les jeux vidéo, voilà. Jeux vidéo avec, attention, chef-d'œuvre, une saga de science-fiction. Star Wars. C'est là où je voulais t'emmener. Ah yes. Mais ce n'est pas ça. Ah merde. Non, c'est une saga de science-fiction qui peut-être qu'il doit beaucoup à Star Wars, mais en tout cas, Star Wars devrait un peu plus s'en inspirer. Starfield. Non, c'est pas Starfield. S'il te plaît, on parle de vraies bonnes sagas de jeux vidéo. Starfield n'est pas une saga. Ouais, non, c'est vrai. Et puis, m'a un petit peu déçu. Oui, moi aussi. Non, c'est Mass Effect. Forcément. Mass Effect, il y a tout. Le lore est incroyable. Ça parle politique. Tu as des races extraterrestres riches et variées. C'est très divers. Moi, j'ai commencé par Andromeda, désolé pour les puristes. Moi, c'est ce que je préfère. Mais c'est celui qui m'a mis le pied dans la saga. Je comprenais pas les critiques sur le jeu. Alors, quand j'y ai joué, moi, les bugs étaient corrigés. Je crois qu'il y avait beaucoup de corrections. Voilà. Mais le jeu, j'ai trouvé bien, très bien. Après, j'ai joué à la trilogie. Et ouais, effectivement, la trilogie, la version remaster en plus, elle est exceptionnelle. Il y a beaucoup de critiques à faire sur le gameplay, par contre, de cette trilogie qui est affreux. Système de menu, de gestion des armes. Un petit peu lourd. Ouais, et puis
Puis tu peux même pas noter les quêtes pour le suivi des quêtes. Ça, c'est vraiment un peu chiant. T'as les ascenseurs dans la ville. Ouais. mais ce jeu, cette saga, moi, m'a foutu une claque. Il y a vraiment de quoi faire dans cet univers pour en faire un film. D'ailleurs, ils vont en faire un film. Malheureusement, encore avec Henry Cavill, visiblement, et ça me saoule un peu. Et je suis déçu que ce soit un film, pas une série, tant il y a à faire. Mais il est dans toutes les adaptations qui arrivent. Dès qu'il est fan, il veut y être. C'est un gros geek aussi. Donc, Parce que là, il va être dans Warhammer 40 000. Ouais. Bah oui, mais après, je vois plus en tant que Shepard qu'en tant que Geralt. Ah, donc ça sera un Shepard. Alors, je sais pas. C'est moi qui dis ça. Je ne sais pas s'ils vont reprendre la trilogie Shepard, ce qui semblerait logique parce que les fans attendent beaucoup ça. Après, est-ce qu'ils vont faire plaisir aux fans S'ils font un film et non une série, je pense qu'ils reprennent. Ils vont pas partir sur une histoire originale. Je pense qu'ils vont reprendre ce qui a déjà été fait. Quitte à reprendre ce qui a été fait, autant reprendre la trilogie originelle et pas Andromeda. Mais ça se trouve, ils partent sur une toute autre histoire et il y a de quoi faire avec Mass Effect. C'est tellement riche. Moi, je vois pas ça dans beaucoup d'autres jeux en profondeur. En fait, tout ne sert pas en fait l'histoire, mais c'est là, ça sert à enrichir la politique. Les décisions que tu prends dans le 1 ont des répercussions dans le 3. Il n'y a pas beaucoup de jeux dans lesquels tu vois ça. Voilà, c'est BioWare qui est le studio, enfin BioWare, un peu parasité avec le rachat de Electronic Arts, du coup, pour le dernier épisode, le 3, mais ça reste un jeu complet, un jeu sublime, une référence en termes de science-fiction, tout médium confondu. J'ai pas peur de le dire. La plus riche et vraiment engageante, et surtout, on s'attache en fait à ces personnages. Chacune des missions est épique en fait. Il n'y a pas de mission, alors très peu, il y en a quelques-unes, mais plus dans Andromeda, mais où il ne se passe rien. Des missions, tu penses qu'elles sont tranquilles, tu vas juste au resto et tu te fais attaquer, tu manques de mourir, et puis la citadelle prend feu. Enfin, citadelle étant un lieu important dans le jeu. Donc il y a rien. Il n'y a aucun moment où tu t'ennuies en fait. C'est dingue parce que j'y ai pas pensé du tout à Mass Effect. Ah ouais. Non, non plus. Moi j'y pensais direct. C'est le premier jeu qui. Alors que ça, là, t'en parles et c'est vrai que c'est une saga énorme, quoi. Vous avez tous les deux joué à Mass Effect, au 4 ? Moi j'ai joué au 3. J'ai joué uniquement au 3, j'ai découvert avec le 3, mais j'ai trouvé ça super. La richesse des races aliens, même dans leur façon de s'exprimer, qui ont tous une façon différente, un système linguistique qui leur est propre, j'avais trouvé ça génial. C'est ça. Mais comme dans Star Wars. Oh, non mais je passe pour le gros défenseur de Star Wars alors que j'en ai rien à carrer de Star Wars. Attends, Mass Effect, il y a aussi des romans et des BD. Ah, je savais pas. Je savais pas. Et si tu n'as pas joué au 4, je te le conseille, parce que moi, franchement... C'est pas vraiment le 4. Hein. Non, pardon, Andromeda, autant pour moi. Y a et pourtant, celui qui arrive, il appelle le 5. Mais... ce serait plus une suite à la trilogie, a priori. C'est dur de faire une suite à la trilogie. Oui, alors, ce ne sera pas une suite directe, mais visiblement, sur les teasings, on apercevrait Liara. Donc, Liara étant l'un des personnages importants du jeu. Et c'est l'une des mécaniques aussi qui marche dans Mass Effect, c'est que tu peux avoir des relations avec d'autres personnages, des PNJ. Et dans beaucoup de jeux, ça ne sert à rien, ça ne mène rien. Dans Fallout... les relations avec les personnages, je ne trouve pas forcément abouties, ça ne sert pas à grand-chose. Mais là, ça apporte à l'histoire, ça change aussi le cours de l'histoire, des fois. Comme dans leurs autres licences, Dragon Age, c'est pareil. En fait. Moi, j'adore. Exactement, j'allais y venir. Dragon Age, pareil, il y a un nouveau qui va sortir. Alors, pareil, selon voilà, ils ne sont pas tous égaux, les Dragon Age. Non, c'est vrai. Mais c'est la force de BioWare qui sait faire des super jeux comme ça. Et il y en a malheureusement pas assez. En fait, non. Parce qu'on peut les apprécier comme ça. Oui, c'est vrai. Arrêtons de sortir trop de jeux, trop de bons jeux. Trop de séries. Ouais, c'est ça. Mais voilà, en tout cas, c'était ma reco SF, très bien. jeu vidéo, la seule et unique. Je crois qu'on peut arrêter l'émission là. Non. Non. Bon, alors la suite. Hein. J'ai un bon contestant en termes de chef-d'œuvre jeux vidéo ludiques. SF SF. Que j'ai choisi aujourd'hui, c'est... la série des Nier Automata, surtout. Ouais. Encore une fois... surtout Automata, en fait. En termes de SF, surtout Automata. Ouais. Encore une fois, un univers post-apocalyptique dévasté, l'être humain forcé de quitter la Terre, de se réfugier potentiellement sur la Lune, et une proposition d'incarner des androïdes qui vont venir en mission sur Terre pour essayer de combattre l'invasion de machines extraterrestres qui ont pris possession de la Terre.
et toute une envolée lyrique autour d'une aventure qui va soulever beaucoup de questions. Qui sont les machines, comment elles sont arrivées sur Terre, est-ce qu'elles sont sentientes, elles ont des sentiments, pourquoi, qu'est-ce qu'elles ressentent, qu'est-ce qui est vraiment arrivé aux humains, puisqu'on n'en croise pas vraiment, je crois, dans le jeu, des vrais humains, et même un travail que je trouve, là où je trouve que c'est vraiment un chef-d'œuvre, c'est sur tous les plans. Il y a un travail sur les personnages qui ont tous quelque chose à dire, une épaisseur, des sentiments qui se développent, il y a vraiment une évolution au travers du scénario. Et si on veut pousser jusqu'au gameplay, le jeu il est vraiment génial. Il te propose parfois des angles de vue qui vont changer du tout au travers d'un bâtiment, qui va te forcer à faire de la 2D, un point de vue sur le côté presque side-scrolling, alors que tout le jeu se passe en vue troisième personne. En vue troisième personne. Et un savant mix entre du beat'em all avec des mécaniques de... Comment ça s'appelle déjà de Hell Shooter. Ah, du shoot 'em up Non, quand il y a plein de boules qu'il faut... ouais, c'est du shoot, ouais, mais avec toutes les petites boules. Voilà, c'est ça. et ouais, en fait, c'est un des rares jeux qui, moi, m'a donné envie de le refaire plusieurs fois pour avoir toutes les informations. Parce il y a un DLC, non ? Je crois. Ouais. Je suis pas sûr de ça. Je sais qu'il y a déjà plus d'une vingtaine de fins possibles, allant de la plus bête, où simplement au début de la première mission, tu fais demi-tour, et donc du coup, c'est la fin du jeu parce que t'es pas allé à ta première mission. À des choses plus complexes, parce qu'à chaque nouvelle partie, le jeu te propose le point de vue d'un autre personnage important. Donc il y a tout un système de narration différente, où on va d'abord voir le jeu au travers de l'androïde principal qui est 2B, puis de son allié qui est Nines, où à un moment ils sont séparés, donc il va pas voir la même chose, et ensuite d'un androïde qui était déjà avant eux, et qui du coup a d'autres infos qu'on récupère au fur et à mesure, avec toujours un croisement de ces personnages. C'est un jeu qui est long. Moi j'ai fait que la démo en fait qui m'avait plu, mais j'ai jamais... Je crois qu'il est assez long. Ça Nier, date, c'est ça. Nier Automata. Ouais. En tout cas, je parle de Nier Automata parce qu'il y a toute une série autour, mais je n'ai joué qu'à celui-ci. Et je pense qu'il faut compter une bonne quarantaine d'heures pour faire le jeu, pour faire une traite. C'est pas si long. Mais juste avec un personnage, 40 heures. Mais c'était à une époque où j'avais le temps. Ah d'accord. Donc je me souviens plus. Parce qu'à chaque fois, ça fait 40 heures, plus 40 heures, plus 40 heures. Après, mais je suis pas sûr de la durée. Mais vraiment, pour moi, c'est un chef-d'œuvre sur tous les points. La musique est incroyable. Ouais. Le design des ennemis, des boss, il y a vraiment quelque chose qui est génial. Mais est-ce que certains personnages principaux peuvent mourir comme dans Mass Effect ? On va pas raconter tout ce qui s'y passe, mais c'est possible. Il y a une mort qui vous a choqué dans les jeux vidéo ? Oui. Moi, j'en ai une. Je pense qu'on a peut-être la même. Ouais, peut-être la même. Moi, elle m'a fait chialer. C'était la première fois que je pleurais devant un jeu vidéo. Donc, Aeris. Aeris. Ouais, c'est Aeris dans Final Fantasy. Ma femme, elle pourrait te dire ça. Ah ouais, évidemment. Ouais. Aeris dans Final Fantasy VII. Moi, c'est la fille de Joel dans The Last of Us. Ah oui, aussi, ouais. Ouais. Ça m'a moins marqué parce que j'étais plus grand. Et bah justement, moi j'avais ma fille, et c'était ma première fille, et c'était le premier soir où on l'a laissée toute seule chez sa mamie. Et donc voilà, la première fois depuis qu'on a un enfant, tu vois. Du coup, t'as appelé. On la laisse, hop. Non, mais en fait, on rentre, on la dépose chez ma mère, on rentre avec ma femme, et j'avais acheté The Last of Us le jour même. Je dis, cool, tu sais, on a du temps là d'un seul coup, je vais me lancer un nouveau jeu. Et puis, tu lances le nouveau jeu, et il y a cette mort qui intervient dès le début du jeu en plus, et je me suis effondré sur le canapé tellement ça m'a touché en fait. C'est toute la complexité de The Last of Us. Autant la série, je trouve qu'elle est ratée à certains points, mais le jeu vidéo est brillant, et parce qu'il y a une complexité justement dans la psyché des personnages, tu peux te mettre dans le point de vue de chacun, et le 2 à ce niveau-là est encore plus développé que le 1. Tu peux comprendre les actes de tout le monde, et c'est difficile de dissocier qui est le bien, où est le bien, où est le mal. Et ce que malheureusement, tu n'as pas dans la série, et ça fait chier. Non, dur. Et toi, c'est quoi ma question ? C'était des morts qui nous ont marqués. Ah oui, voilà, les morts qui nous ont marqués dans là, les jeux comme vidéo. ça, j'ai pas grand-chose qui me vient là, qui m'a marqué, mais par contre, plutôt un reproche, je trouve qu'aujourd'hui, les jeux, ils ont tendance à plus vouloir laisser les personnages mourir. Tu penses à Aeris, justement. Par exemple, je pense aussi à, sans spoiler, un personnage du dernier Shin Megami Tensei, qui à un moment décède, et le jeu te dit non mais c'est bon, il revient après. Et moi ça me tend. Je trouve ça dommage parce qu'il y a une profondeur, il y a dans le 5 ou dans le 5 si je dis pas de bêtises. Ok. Mais c'est vrai que pour revenir sur Aeris, dans FF7-2, le Rebirth, qui est un super jeu, qui est super bien foutu, j'ai adoré. Mais Aeris ne meurt pas, en fait elle meurt, mais elle meurt pas. Elle meurt pas quoi. Mais si elle meurt, mais bref.
C'est contenté, c'est un vrai problème, et on parlait d'adaptation dans le podcast précédent, mais c'est un problème maintenant entre caresser les fans et leur faire plaisir. Mais justement, ils ont peut-être voulu prendre les fans à contresens et ne pas aller là où ils étaient. Ouais, mais c'est quelque chose de tellement marquant, la mort d'Aerys, ne serait-ce que pour le développement des personnages après. Et surtout parce que tu perds tous tes matérias. En plus. Mais attends, tu récupères même pas les matérias que tu as donnés. Je sais pas, moi, il tranche plus, quoi. Enfin, faut faire plaisir à tout le monde. C'est pas que dans les jeux vidéo. Toucher tout le monde. Oui. Exactement, dans le cinéma, c'est pareil. Il y a peut-être encore dans la littérature. Dans les séries, c'était revenu un moment avec Game of Thrones, avec The Walking Dead. Mais j'ai l'impression que... Game of Thrones, c'était presque le gimmick de la série, en fait. Que les personnages que de faire mourir. Il va durer 2 épisodes ou une saison. Mais il y avait eu un petit revival il y a 10 ans. Mais non, c'est vrai que tu vois plus trop dans les séries. Ça si vous voulez voir des morts dans une série, regardez Six Feet Under. C'est ma série préférée de tous les temps. Il y a The Boys aussi. Très cru. Ça, je suis moins fan de la dernière saison. Eh bien, moi, ma reco jeu vidéo, c'est un de mes jeux préférés de tous les temps. C'est un jeu qui date du début des années 2000. Attends. C'est un jeu de science-fiction. C'est vrai, tu as trouvé? Non, mais pas encore. J'ai pas assez d'infos. Il a eu 3 suites. Alors, au départ, c'est un jeu PC. Puis, il est sorti sur console. Je crois qu'il est sorti sur PS2 et Xbox à l'époque. Début 2000 déjà PS2? Ouais. Bah, il est sorti après. Sur PS2, donc un petit peu après sur PS2. Et il a eu une suite qui est nulle. Comment s'appelle la suite? Je ne vais pas te le dire. Attends. Et de nombreuses années après... Il est très connu le premier jeu, je sais pas s'il est très connu, mais en tout cas, il est marquant. Et il y a Eidos Montréal qui a repris la licence dans les années 2000, je sais pas combien, 2008, 2009. Remaster? Non, pas remaster. Ils ont décidé en fait de partir de la base et un peu du lore et de développer en fait leur propre personnage dans l'univers, mais aussi de reconstruire l'univers, avec un nouveau personnage, une nouvelle histoire. Et ils ont fait 2 jeux, le premier jeu et sa suite. Donc en fait, il y a 4 jeux au total de cette licence. Et un jour, je rêve, parce que la mode est au remaster, un jour je rêve qui remaster. Là, ça te dérangerait pas? Alors là, ça ne me dérangerait pas du tout. Et en plus, c'est un jeu, à l'époque, moi je jouais beaucoup sur PC. Spyro? Non. Et c'est un jeu que j'ai commencé, que j'ai trouvé très complexe, parce qu'en fait, il raconte beaucoup, c'est beaucoup de complots, beaucoup de personnages qui discutent aussi. Enfin, c'était assez compliqué. Et je sais que j'ai recommencé le jeu 3 fois. Et il y a eu un jour, je ne sais pas pourquoi, j'ai commencé le jeu et je me suis... quand j'ai ma première session, au bout de ma 4e fois, à 4h du matin, j'ai un peu repris conscience et c'était la première fois en fait que je passais autant de temps à jouer à un jeu vidéo et me dire en fait j'ai pas vu le temps là. Et ça y est, je suis dedans et c'est parti. Est-ce qu'il y a une grosse différence entre le premier et les suivants? Non, c'est un jeu à la première personne. Ok, c'est pas ce que je pensais. C'est ça? Non. J'aurais dit Fallout comme ça, mais du coup c'est pas ça. Et non, c'est Deus Ex. Oui. Deus Ex, oui, avec J.C. Denton, et, un jeu de Warren Spector, qui est un développeur de jeux qui s'est fait connaître parce qu'il était à l'issue de la série Ultima. Je ne sais pas si vous connaissez, mais c'était une série de jeux de rôle, je crois 3D isométrique, qui a été très populaire parce que je crois que ça a fait partie des premiers jeux en ligne. Ultima. Ok. C'est eux. Quoi? C'est eux les premiers. Ils font partie en tout cas. Mais Deus Ex, c'est donc vu à la première personne, c'est très infiltration. On est plus pas dans l'ambiance Metal Gear, mais un peu quand même. C'est une référence. On pirate des caméras de sécurité. Il y a des droïdes, il y a des mecs qui sont complètement cyber. Enfin. Quand j'ai joué à Cyberpunk, parce que j'ai fait le dernier Cyberpunk, j'ai vu plein de mécaniques de gameplay en fait issues de Deus Ex et de la série Deus Ex. Cyberpunk qui est excellent. Qui est excellent. Moi, je les critiques. Alors, j'ai pas eu de bug moi sur mes versions. Mais c'est essentiellement pour ça. Le DLC a beaucoup changé, a vraiment changé la donne. Mais alors, mais même avant ça, il y avait des corrections. Sans Deus Ex, pas Cyberpunk. C'est clairement un des papas du Cyberpunk. Ouais. Après, il y a aussi les films Cyberpunk très connus, dont j'oublie le nom. Et puis il y a le jeu de rôle à la base.
Oui, il y a Cyberpunk, le livre aussi. Ah oui, ouais. Mais je pensais au film avec Harrison Ford. Je retrouvais le nom. Tu Blade Runner. Oui, merci. Bien Blade sûr. Runner, qui est une grosse influence. De toute façon, en termes de cyberpunk, je pense que si tu veux une imagerie cyberpunk, tu penses forcément à ça. Ouais. Et comment s'appelle le roman ? Les moutons mécaniques rêvent-ils ? Il y a une connerie comme ça. Les androïdes rêvent-ils de moutons mécaniques ? Ouais, ça doit être ça. Ouais. Et c'est un test dans Fallout. Il y a un test comme ça dans Fallout pour savoir si tu es j'oublie tous mes mots. Un robot. Un répliquant. Non, c'est pas un répliquant dans Fallout, mais on n'est pas loin, effectivement. Deus Ex, super reco, c'est une belle ref. Donc pas la moins suite. Bien que Mass Effect, mais donc dans les années, je crois 2008, il y a eu Deus Ex Human Revolution et sa suite Mankind Divided, donc sortis respectivement sur PS3 et PS4. Eh ben, je suis content qu'on ait fait une émission science-fiction sans parler de Star Wars. T'as vu ça ? Ça aurait été dommage. C'est dans mes surprises, alors en bonus, regardez la première trilogie. Oui, en bonus. Est-ce que tu as des bonus sur n'importe quel médium sur science-fiction ? Ouais, ça se fait. Vas-y, je te laisse. Ah ouais, parce que je sais que tu en as beaucoup. J'en ai beaucoup. Si tu veux, je commence. T'en as plein. J'en ai même noté en cours d'émission. Allez, je vais t'interdire un que tu dois développer. Un bonus. Je préfère en faire 5 que je développe. Oh la vache. Non, mais il y en a tellement en science-fiction. Moi, c'est un thème qui me touche énormément. Dans le cinéma, j'en dis pas trop parce que je pourrais pas m'arrêter, mais j'ai noté déjà dans l'émission Mars Attack, qui est peut-être le meilleur Burton, messieurs. Non, je suis pas d'accord. J'adore Mars Attack. Mais moi aussi, j'adore Mars Attack. Le 5e élément. Moi, j'ai horreur du 5e. Ah, mais je peux comprendre. C'est vrai ? Ouais. Mais parce qu'il y a un truc très BD. Très Mobius dans... Je ne supporte pas Besson. Ouais, je sais, mais moi j'adore ce film. J'adore parce qu'il y a un truc aussi un peu carton-pâte, tu vois, dans le film. Ah, mais je suis pas du tout dans le visuel. Le film, il a un visuel assez dingue, en fait. C'est juste, je supporte pas la réal de Besson et comment il traite ses persos. Enfin, il me sort par... Voilà, Besson, au secours. Moi, j'adore. J'adore ce film-là, en tout cas. Autre reco bonus, une BD de Zep qui s'appelle Ce que nous sommes. Très belle BD de science-fiction au sujet du transhumanisme. Parce que oui, Zep ne fait pas que Titeuf. Donc ceux qui sont restés sur Titeuf, ils passent à côté, je pense, du talent de Zep. Titeuf, voilà, c'est bien, c'est marrant, mais il a fait beaucoup d'autres choses, des BD très sérieuses, dont celle-ci, Ce que nous sommes. Et si vous êtes adepte de science-fiction, lisez cette BD. Moi, j'aime beaucoup Zep quand il est sérieux. Ok. Voilà, je vous laisse faire vos bonus. Ça va, en fait. Ouais, il n'y en a pas tant que ça. Ouais. J'aurais pu en mettre plus, mais... Moi, c'est une BD aussi que j'ai découvert il n'y a pas longtemps, que je trouve absolument génial, qui est Yojimbot. Je ne sais pas si ça vous parle. Évidemment, oui. Si on parle de SF, je pense que ça colle tout à fait. Encore une fois, un univers post-apocalyptique. T'es resté très post-apo. Je l'ai dit tout à l'heure. Ok, d'accord. Tu t'es rajouté un thème, en fait. Non, c'est venu tout seul, en fait. Je pense que c'est ce que j'aime bien. Ouais. Et donc, on a les humains qui sont terrés sous terre à cause de potentielles radiations ou de pluie acide. Et donc, à la surface, il ne reste plus que des robots, en fait. Et notamment dans un parc, quelque part au Japon, des robots qui sont censés recréer le vieux Japon. Donc, chacun a son rôle. Il y a des robots samouraïs, des robots forgerons, etc. Et au milieu de ce parc où tout le monde fonctionne comme avant, avec leur rôle, leurs c'est The Westworld, mais au Japon. Quoi. Leur horaire d'allumage et d'extinction, il y a 2 humains qui se promènent, et notamment un petit garçon qui se retrouve face à face avec un des robots. Et de manière étonnante, ces deux êtres humains, ils sont chassés par une milice qui veut les tuer. Donc au début, on ne sait pas spécialement pourquoi. Ils parviennent à s'en prendre à eux, et donc s'active un des codes des robots qui est de protéger les êtres humains. Donc il y a ce robot samouraï qui a rencontré ce petit garçon qui voit qu'il est en danger, n'a pas le choix et est contraint à l'aider par son code, et donc s'ensuit toute une suite d'aventures de ce petit garçon qui du coup se retrouve juste avec des robots dans un monde où il n'y a que des robots et des gens qui veulent s'en prendre à lui. Et il y a tout un traitement qui est rigolo parce que les robots ont finalement chacun une façon de faire, un petit peu une personnalité, même s'ils ne s'expriment pas. Donc la BD est très contemplative. Et ils parlent pas, mais ils font comprendre des choses, ils discutent et c'est très touchant. Et il y a tout cet univers. Pourquoi les êtres humains sont sous terre, qu'est-ce qui se passe en surface. Et c'est très récent. C'est sorti en 2021. C'est pas japonais ? Non, c'est français. C'est fait par Sylvain Repos. Le trait est génial. Les combats sont super.
avec des doubles pages qui envoient vraiment du lourd. Je vous conseille vraiment. Et là, pour l'instant, on a 4 tomes. C'est ce que j'allais te demander, ouais. Et je pense que ça va finir bientôt. 4 on tomes, sent la fin arriver. Ça va encore, 4 tomes. Allez, je peux 5, aller jusqu'à 5. Je pense que ça aurait pu finir au 3e. Là, ça pousse un peu. Le tome de trop. Moi, en tout cas, on me l'avait vendu comme un truc en 3 tomes. Je pense qu'il y en aura 5. Parce qu'il y avait d'autres choses à raconter et tout. Et vraiment, c'est super. J'en dis pas trop parce que vraiment, je vous conseille de tester. Moi, j'aime beaucoup cette BD. Ouais. Okay. Mais tu l'as commencé, hein. J'ai pas tout lu, mais le peu que j'ai lu, ouais, j'ai bien aimé. Après, j'ai vu qu'il y avait plusieurs tomes. Et du coup, j'ai arrêté en plein milieu de la vie. C'est un travail de fou, franchement. Tu sais que j'ai des BD que j'ai acheté il y a 2 ans que j'ai pas encore ouvert. Hein. Ok. Il me faut du temps. Ah bah c'est pareil, hein. Moi j'ai une pile de fous, surtout les films. Le pire c'est les films. À cause de toi, j'en ai aussi quelques-uns maintenant que j'ai jamais regardé. Je les ai achetés, je les ai pas regardés. Mais t'inquiète, ça viendra, c'est pas grave. Quand j'aurai le temps, voilà. Et bien moi, ma dernière ma reco bonus, j'ai encore un catcheur. Oh. Et ouais, j'ai encore un catcheur dedans qui joue dedans. Déjà, ça peut vous donner un peu un indice. C'est très dur de résumer ce film, qui est un film un peu futur, un futur d'anticipation. Ça parle de voyage dans le temps, de monde parallèle, de stars du porno, de stars du cinéma, de complot du gouvernement, d'énergie renouvelable. Voilà, tout ça. Et des médias aussi, de beaucoup, ça parle des médias. Et tout ça en un seul film. Et ouais, vous savez pas de quoi ça parle. Non, je vois pas du tout. Eh bien, c'est Southland Tales. C'est un film qui est très méconnu. Je pense pas connaître. C'est vrai. Donc, c'est un film avec The Rock. Ah, bah encore un catcheur, effectivement. Sarah Michelle Gellar. Ah, yes. Et oui, Buffy, quoi. Et celui qui joue Stifler, j'ai son nom qui m'échappe, Sean William Scott. On va dire Stifler. Ouais, on va dire Stifler, qui joue un rôle sérieux. Et il le joue bien. Ouais. Il y a aussi Justin Timberlake. Donc, mais c'est là, ce casting, quoi. Voilà, je suis en train de vous dire quand même la casting. Et vous dites, putain, avec l'histoire. Ils avaient de l'argent, ils ont tout mis dans le casting. Eh bien non, en fait, c'est un de mes réals chouchous, Richard Kelly. Il a que 3 films à son actif, malheureusement. Et son premier film, c'est un de mes grands films favoris, qui est Donnie Darko. Oui, ok. Et en fait, pour son deuxième film, Donnie Darko n'a pas forcément marché, mais il a eu une très belle vie en fait ensuite en sortie DVD et voilà un statut culte assez rapidement. Donc il a pu développer en fait une histoire qui développait depuis de nombreuses années, qui est Southland Tales, qui est par lui écrit en plus en plusieurs longs chapitres. Donc, il a développé un monde absolument énorme en fait dans Southland Tales. Et on lui dit un banco en fait pour développer son film. Donc il décide de mettre en scène les chapitres 4, 5 et 6, un peu comme Star Wars. Les chapitres 1, 2, 3 sont un petit peu résumés au début sous forme de comics ou un montage un peu dessiné. D'ailleurs, ils sont sortis en comics aux États-Unis. Donc on peut aussi les acheter. Je ne sais pas si on peut encore les acheter, mais en tout cas, moi, je les avais achetés à l'époque. Et c'est un film qui a une destinée très triste. C'est parce qu'on commence beaucoup, milieu des années 2000, on commence beaucoup à parler de Richard Kelly comme étant un nouveau grand réalisateur qui arrive. Il a fait Donnie Darko, c'est un très bon film, un gros succès critique. Et donc son prochain film est tellement attendu que, en plus, il a un casting complètement bizarre et dingue. Il a l'air de parler de trucs complètement bizarres et dingues. Et il va être en compétition à Cannes. Donc ça devait être en 2005 ou 2006. Et Southland Tales se retrouve en compétition. Sauf que le film n'est pas terminé. Le film c'est un montage de 3 heures. Les effets spéciaux ne sont pas terminés. Donc le film est terminé, je sais pas moi, 75%, 80%. Quoi. Mais il faut le présenter. On le pousse à présenter son film. C'est dur de présenter un film pas fini. Pas fini. Mais ils le font quand même. Et c'est coup de poker. On y va, on présente notre film. Et le film se fait huer, oui, mais c'est normal. Défoncer de partout, des critiques de tout ça, alors que le film n'est pas sorti. Et ça casse absolument toute la dynamique du réalisateur et toute la dynamique de son film, à tel point que les investisseurs font machine arrière et lui disent « Non, vu ce qui s'est passé à Cannes, là, c'est terminé. Et c'est terminé, ton film, on le termine pas. » Les investisseurs, c'est eux qui ont poussé à le diffuser à Cannes. Ouais. Oui, c'était con.
Et donc, il a passé je crois que le film n'est du coup pas sorti tout de suite. Ça a été un combat, en fait, pour les réalisateurs pour terminer son film. Et il a réussi, enfin, à force de négociation, à ce que la production débloque un tout petit budget, en fait, pour qu'il termine certains effets spéciaux. Il a dû repasser par la case montage. Ah ouais, ah oui. Et il a sorti son film dans un nombre de salles très réduit. Le film s'est refait défoncer. Et voilà, la carrière de Southland Tales et presque la carrière du réalisateur, en fait, presque terminée après. Il n'a pas fait d'autres films après ? Il a fait un film, il a adapté une nouvelle de Richard Madsen qui s'appelle The Box. Qui est bien. Et qui est très bien. Ouais. Et après, là, moi, je suis son actualité, mais depuis, en fait, il lutte pour essayer de faire un autre film. Et à chaque fois, il se fait défoncer. C'est fou, incroyable, cette histoire. Et le film est d'enfer et trop bizarre. C'est un film qui est hyper bizarre. Ouais. Mais qui est riche parce que, je sais pas, j'ai dû le voir 15 fois et au bout de 15 fois, il y a des interprétations et des choses différentes qui viennent. C'est un film qui va être ridicule et poétique et c'est tout, en fait, ce film. Je connaissais pas du tout. Je sais pas si toi, t'en avais entendu parler. Pas du tout. Voilà. Mais ça donne envie. Après, les 3 heures, c'est chaud quand même. Hein. Là, maintenant, la version qu'on trouve, généralement, elle fait 2h35. Et il y a le Can Cut, il y a un éditeur anglais qui s'appelle Arrow, qui a réussi, en fait, à mettre la main sur le matériau manquant. Et ils ont pu retravailler un peu le montage et proposer, en fait, le montage qui avait été proposé à Cannes. Donc, quand on achète le film à l'étranger, donc en Angleterre, il y a les 2 versions, en fait, du film. Alors, on clôture là-dessus, du coup. Allez, on peut. Avant de se dire au revoir, on va juste te demander, Lucas, du coup, le thème que tu as choisi, et mets-nous bien, s'il te plaît, pour le prochain épisode. Les transports. On a essayé de glisser comme ça des petits... Non, moi j'avais déjà dessiné en venant. Le prochain thème, ce sera créature. Créature, oh yes. Ah, créature. Les BD, ça y est, c'est fait. Je pense qu'il y a plein de choses faisables à faire. dans plein de styles différents. Ouais. Donc il y a de quoi faire. Créature, ça peut être tout et n'importe quoi, créature. C'est bon, c'est parti. Ah ouais. Moi, je rentre. Là, je rentre et je trouve tous mes recours. Eh bien, écoute, merci, Lucas. Où est-ce qu'on peut te retrouver, ton travail? On peut retrouver mon travail sur Instagram sous le nom Rucka Studio. J'ai évidemment avec un R. R-U-C-K-A-S. J'ai également un site internet et je suis dans quelques boutiques à Reims. Actuellement, je suis à Solstice. Normalement, j'y suis toujours. Normalement. Et sinon, n'hésitez pas à me contacter. Je fais régulièrement des marchés, des interventions ou des ateliers. Et moi, peut-être que vous pouvez me retrouver aussi dans la boutique Solstice et chez Blackpill aussi. J'ai quelques prints là-bas. Et sinon, en ligne, Gokaiju sur tous les réseaux. Parfait. Eh bien, merci de nous avoir écoutés. N'oubliez pas d'aller sur bocalreims.fr pour retrouver toute l'actualité culturelle rémoise. Et on se dit à la prochaine fois. À la prochaine, créature. Bisous. C'était Bocal. Bocal.